En ce 6e jour depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il nous paraît nécessaire de faire le constat de ce conflit militaire toujours en pleine évolution. Avant d'obtenir son indépendance en 1991, l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique, un régime autoritaire communiste qui englobait 15 États. Aujourd'hui, il existe une minorité considérable de Russes vivant en Ukraine, particulièrement dans l'est du pays. Pendant longtemps, l'Ukraine est dirigée majoritairement par des gouvernements pro-russes. Depuis quelques années, par contre, la Russie se voit perdre graduellement de son influence en Ukraine, notamment avec l'arrivée au pouvoir de présidents ukrainiens pro-Occident qui favorisent un rapprochement avec l'Union européenne, ainsi que l'OTAN. Ce désir d'émancipation politique en Ukraine ne manque pas de déplaire à Vladimir Poutine, président russe qui veut faire de l'Ukraine un État fantoche, c'est-à-dire un État contrôlé indirectement par la Russie. Le sentiment nationaliste ukrainien redouble d'intensité avec l'annexion de la péninsule de Crimée par les Russes en 2014. Poutine souhaite couper les liens entre l'Ukraine et les pays de l'Ouest pour qu'elle demeure sous sa sphère d'influence. Depuis plusieurs années déjà, la Russie finance des mouvements séparatistes pro-russes en Ukraine, concentrés surtout dans les provinces de Donetsk et de Lugansk. Le 21 février 2022, la Russie reconnaît officiellement comme nation indépendante ces deux provinces, ce qui représente une attaque directe à la souveraineté territoriale et politique de l'Ukraine. La Russie prétend, par son invasion de l'Ukraine, venir à la défense de Donetsk et de Lugansk, même si ces deux régions appartiennent toujours à l'Ukraine. De plus, la Russie donne pour cause de son invasion la dénazification du gouvernement ukrainien, alors que, ironiquement, le président actuel de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, est juif. Les Russes attaquent principalement de trois fronts. Avec l'appui des deux provinces pro-russes, ils réussissent à faire des avancées terrestres considérables sur le front Est, en prenant plusieurs petites villes. Par les voies maritimes, et grâce à leur occupation militaire de la Crimée, les troupes russes parviennent aisément à pénétrer le front Sud. De grandes villes tombent alors sous les mains des Russes, telles que Mélitopol, qui a une population de plus de 150 000 habitants. Finalement, avec l'aide de la Biélorussie, pays allié des Russes, la Russie parvient à percer le front nord, prenant la centrale nucléaire de Tchernobyl par exemple, dans le but ultime de prendre la capitale ukrainienne, Kiev, qui, en date du 1er mars, continue sa défense contre les envahisseurs. En outre, les bombardements aériens persistent à la grandeur de l'Ukraine, causant d'importants dommages à l'infrastructure du pays. Des milliers de civils, poussés par un sentiment nationaliste, prennent les armes pour la défense de leur pays. Certains membres de la diaspora ukrainienne, se sentant interpellés, font même le chemin pour joindre leurs compatriotes dans la résistance. Cependant, la guerre a poussé plus d'un demi-million de personnes, majoritairement des femmes et des enfants, à fuir l'Ukraine par voiture ou par train. Ils réussissent à trouver refuge dans les pays avoisinants. La Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Moldavie et plusieurs autres pays de l'Europe ouvrent leurs portes aux réfugiés ukrainiens. Merci de nous avoir écoutés et ne manquez pas la partie 2 sur la guerre en Ukraine qui s'en vient dans les jours à venir.